Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Fraisard. Bonjour Serge. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de prendre du temps. T'es pas le premier entrepreneur que je reçois, puis à toutes les fois que j'en reçois un, je le remercie de leur temps. Je sais que c'est toujours précieux. Il aimerait ça qu'il y ait plus de secondes dans une minute. Fait que, de prendre du temps pour venir me raconter un peu leur histoire, là, de présenter leur entreprise, j'apprécie grandement. Ça me fait plaisir. Donc, propriétaire d'Optimoul depuis 2012. Oui. T'es pas originaire d'ici. Ma question, c'est comment est-ce que un gars comme toi arrive à Thetford puis achète Optimoul? Comment on réussit à arriver là? Ouais, je vais essayer de vous raconter ça en pas trop de temps. C'est bon. Fait que, grosso modo, ben moi, j'habitais, quand j'étais petit, j'habitais à l'extérieur de Montréal. J'habitais à Sorel-Tracy. Alors, je suis typiquement une personne de région. Et quand je suis allé à l'université pour faire mon cours en génie, évidemment, j'ai déménagé à Montréal parce que l'université que j'avais choisie était à Montréal. Et puis après ça, je suis resté collé là-bas pendant un bon 20 ans. Mais j'avais toujours un petit peu l'intention de revenir en région et puis les occasions se présentaient pas si souvent que ça. Puis à un moment donné, j'ai eu une bonne occasion pour venir en région et c'était dans la région de Thetford Mines. Alors, grosso modo, on a déménagé la famille, puis on est tous venus s'installer ici. Et puis, 2 ans après, ben finalement, l'occasion s'est évanouie. Fait que là, après avoir déménagé la famille à Thetford Mines, là, on s'est dit, ben coudonc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On retourne-tu ou on reste? On retourne-tu à Montréal? On reste-tu ici? Puis là, ben écoute, j'avais un emploi de directeur général dans une des entreprises qui était assez grosse en région. Fait que, grosso modo, il n'y avait pas tant d'opportunités similaires qui pouvaient s'offrir à moi dans la région. Fait que là, on hésitait, on reste ici, on retourne ça à Montréal, puis finalement, on avait toujours eu dans l'idée d'acheter une entreprise, ma conjointe et moi. Et puis là, ben, on s'est dit, ben OK, on cherche pas de job, on cherche une business. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Fait qu'on a cherché, puis finalement, presque par hasard, on a su que Optimoul était à vendre, et puis on l'a acheté. Puis... parce que tantôt tu me l'as dit en préparation, là, mais tu avais ton expérience par rapport au moule avant d'acheter le petit moule? Oui, c'est ça. Ben écoute, moi, quand on a décidé d'acheter une entreprise, parce que c'est une décision familiale à la fin, hein, acheter une entreprise, parce que ça change toute la vie familiale aussi. Quand on a pris la décision d'acheter une entreprise, j'avais quelques critères de sélection. Et puis, le premier, ben, je voulais que ce soit un peu technologique parce que moi, je suis ingénieur mécanique. J'ai toujours aimé les affaires qui avaient un peu de substance technique. Alors, tu sais, ça m'intéressait pas d'acheter un distributeur ou quelque chose du genre. Ça m'intéressait d'acheter une compagnie qui fabrique puis qui a de la substance, technique. Et puis après ça, je voulais que l'entreprise ait un petit potentiel de commerce international. Même si elle n'en faisait pas, je voulais que ça soit possible d'en faire. Parce que moi, j'avais fait beaucoup d'international avant de m'en venir ici. Fait que je voulais être capable de répéter l'expérience. Et finalement, ben, il fallait que j'aie les moyens de l'acheter. Fait que c'était mes critères. C'était mes critères. Et puis là, ben, finalement, j'avais pas de critères que c'était quelque chose que j'étais obligé d'avoir déjà fait dans la vie. Fait que ça ouvrait beaucoup de portes. Et puis là, ben, Optimoul, c'est une compagnie qui fabrique des moules. Moi, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Les premiers moules que j'ai vus de ma vie, je les ai vus là. Fait que... Donc, c'est d'arriver dans une nouvelle entreprise. Les employés changent de patron. C'est de s'ajuster avec tout ça, de prendre le pouls général de ça. Premier constat, quand on embarque dans une nouvelle entreprise, on est content parce que, tu sais, l'entreprise t'intéressait.
Mais là, une fois rentré à l'intérieur, le vu de l'intérieur, est-ce que c'était aussi beau que de vue de l'extérieur? En fait, moi, je cherchais vraiment à pouvoir amener l'entreprise à un calibre, je dirais, on va appeler ça international. L'entreprise Optimol était plus basée sur du régional, un petit peu un principe familial. Alors, elle n'était pas nécessairement structurée comme dans ma tête. Alors, grosso modo, j'ai pris mon temps. La première année, ça a été beaucoup d'apprendre le métier, d'apprendre c'était quoi des moules. Je ne suis même pas allé voir de clients en première année parce que je n'étais pas d'aligner 2 phrases d'affilée qui étaient bien structurées sur le moule. Fait que pour pas gâcher la réputation de l'entreprise, je suis resté au bureau. Et puis, une fois que j'ai eu fait un pas pire diagnostic, là, on a travaillé à la modifier. Ça a pris beaucoup d'années. Ça a repris des investissements, beaucoup de changements, de restructuration. On a pris un bon 5 ans à peu près pour pouvoir restructurer l'entreprise. Probablement trop de temps. Si c'était à recommencer, je le ferais probablement plus vite. J'ai pris mon temps. Je voulais laisser la chance aux employés de s'adapter. Et puis là, après 5 ans, j'ai décidé de plus travailler sur le développement des affaires. Parce que là, la fondation était assez bonne. Tu parlais tu voulais laisser le temps aux employés. Comment ça a été perçu, là, juste le rachat, mais aussi le repositionnement de l'entreprise, là, toute la réflexion que tu as amorcée, qui a duré 5 ans, là. Ça s'est-tu bien passé? Somme toute, je dirais que oui, là, parce que le résultat est bon. Mais tu sais, dans la vie, c'est très rare d'avoir un taux de succès de 100% avec tout le monde. Fait qu'il y en a qui étaient bien contents, d'autres moins contents. On a perdu du monde, on en a regagné des nouveaux. Alors, c'est jamais un score de 100%, puis c'est jamais facile d'arranger ça. Alors, mais somme toute, je pense que c'est assez bien. Surtout qu'on est quand même dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, là, fait que ça l'aidait pas à la rapidité de faire les changements. Non, c'est ça, parce que dans le fond, quand on est à la recherche d'employés, en plus de vouloir changer les bases de notre entreprise, ça fait beaucoup d'enjeux à gérer au même moment, là. C'est pour ça que ça a pris 5 ans. Mais tu es en expansion depuis 2017, donc grosso modo. Oui, c'est ça. L'entreprise, à la limite, elle a un petit peu rapetissé pendant ce temps-là. Puis là, on a commencé à la regrossir. Comme dans la dernière année, on a fait 35% d'augmentation de capacité. C'est quand même assez énorme. L'année d'avant, on avait fait peut-être un petit 15-20%. Et puis, ce qu'on a changé beaucoup depuis 2 ans, c'est que ma conjointe est venue se joindre à l'entreprise. Et puis elle travaille à temps plein sur le développement des affaires, ce qu'on n'avait pas avant. Et puis, ça a vraiment tout fait la différence. Fait que là, maintenant, on est vraiment plus en bonne posture pour pouvoir gravir les marches tranquillement, pas vite. Plus vite que tranquillement, dans le fond. D'en sauter une fois de temps en temps pour être sûr d'arriver en haut. Donc, ce que je comprends, c'est que ta conjointe s'occupe du développement des affaires et toi, plus la recherche et développement pour les nouveaux produits au sein de l'entreprise. En fait, oui et non. Là, elle s'occupe pratiquement uniquement du développement des affaires. Moi, je le fais avec elle parce qu'elle est moins technique que moi. Okay. Alors, elle fait toute la gestion de repérage, tout préparer le terrain, faire les premiers contacts. Et puis moi, je fais toutes les rencontres techniques avec les clients. Et puis, ensuite de ça, bien évidemment, le développement des affaires, pas le développement des produits, c'est une portion importante de mon travail, là. Et puis, je fais encore du day-to-day, mais beaucoup moins. Donc, ça vous a pris une autre personne, ça vous parle de quelqu'un, l'équipe interne, finalement, qui s'occupe du day-to-day là, à l'intérieur de l'entreprise? Mais il y avait déjà une équipe interne qui s'occupait du day-to-day. Là. L'entreprise, là, c'était pas un one-man show. Là. Mais ce qui arrive, c'est que là, les gens, on a mieux défini leur rôle, on a mieux défini leur mandat, on leur a donné plus de responsabilités, puis ils sont plus capables d'opérer tout seuls. Moi, je peux partir plusieurs semaines, puis ça ne change rien. Là. Mais c'est quand même une fierté, je pense, pour un entrepreneur de dire que ton entreprise
survie, on va dire ça comme ça, là, sans que tu sois attaché à elle 24/24, ça peut être bénéfice pour toi là, pour aller chercher, justement, rencontrer des clients, faire des choses comme ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est sûr, je suis fier de ça, mais c'est pas juste d'être fier. Le principe, c'est que pour aller là où je veux aller, il faut que ça soit comme ça. C'est simple. C'est bon. Si on parle un peu des produits qu'il y a chez vous, tu as développé le Crazy Foy. Oui, c'est ça. Fait que là, ça fait quand même assez longtemps qu'on a commencé ça parce qu'on fait ça à temps partiel, là, à temps perdu, comme on dit. Mais on a développé un hydrofoil pour les sports aquatiques. C'est une espèce d'aile sous-marine qu'on installe sur une planche, mettons, de wakeboard. Et puis avec ça, ça permet à la planche de comme voler au-dessus de l'eau. Alors, c'est vraiment cool comme produit. C'est un produit très niché, par contre. C'est pas grand public. Il faut déjà que tu sois habile dans ton sport avant de faire ça. Fait que ça nous a permis de mettre en place à l'interne les mécanismes de développement de produits parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Alors, ça l'a permis de faire ça. Ça l'a permis de mettre en place aussi les mécanismes de commercialisation, tout comment faire pour faire la mise en marché, comment faire pour recaster, savoir c'est quoi les réseaux de distribution et tout. Fait qu'on s'est trompé une couple de fois. On a flobé plein d'argent qu'on n'aurait peut-être pas dû si on avait su. Là. Tu sais, quand tu as le corrigé, c'est toujours facile d'avoir 100%. Oui, exact. mais ça nous a fait une excellente pratique pour pouvoir avoir des bons réflexes et des bons mécanismes de mise en place de nouveaux produits. Et puis là, quand la pandémie a frappé, là, on était déjà entraîné à faire ça. Fait qu'il y a un des centres de recherche de Montréal qui nous a appelés pour nous dire, écoutez, on va avoir besoin de visières. C'est-tu quelque chose que vous pourriez faire pour nous aider? Alors, nous autres, on a regardé ça. Puis, au début, on s'était dit, bof, on va vendre un moule, mais finalement, personne ne voulait acheter des moules, il voulait acheter des visières. Fait qu'après une couple de jours, là, on a changé notre fusil d'épaule, puis on a dit, OK, on va faire un produit. Et puis, ça nous a pris, je pense, c'est 21 jours pour pouvoir produire. Arriver avec une visière, finalement, qui va respecter les normes émises par la santé publique. Là. Fait que ça, là, c'était la mise en production d'un nouveau produit, de l'idée à la production le plus vite que c'était possible. C'est quand même un exploit en 21 jours d'arriver, de partir de zéro. Donc sûrement que je ne veux pas demander le nombre d'heures que tu as travaillé là-dedans pendant ces 3 semaines. Pas juste moi, c'est l'équipe, là, mais toute l'entreprise a travaillé fort. tout le monde s'est axé finalement sur ce projet-là qui était de développer ça. Ouais. Puis maintenant là, qu'on a ce produit-là, vos réflexes de mise en marché, qu'on parlait plutôt, les erreurs que vous aviez faites, est-ce que ça a porté fruit pour mettre en marché, ça? Absolument. Là, quand même, là, on était pas mal bien guéris, là, on savait quoi faire. Et puis là, c'est sûr que durant la pandémie, vendre des visières, c'était assez facile. Là. Fait qu'on en a vendu quand même pas mal. On est assez content des chiffres. Là, la pandémie est plus vers la fin. Fait que là, les règles du jeu sont toutes en train de changer. Puis moi, mon but, c'était vraiment de me positionner comme étant un fournisseur pour le Québec, pour ce genre de produit-là, parce que même hors pandémie, ils s'en achètent des visières dans le domaine médical. C'est pas un produit exclusif à la pandémie, mais évidemment, le Québec était habitué de faire son supply en Chine. Et puis là, moi, dans ma conception, j'ai mis beaucoup d'efforts pour être capable d'avoir un produit qui était pas mal compétitif avec les produits asiatiques. Pour te permettre de finalement tomber sur la liste des fournisseurs du gouvernement du Québec. Exactement. Puis est-ce que ça a été une réponse positive? Pas encore. Pas encore. Mais c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est ça. Écoute, on était des nobody, OK? Là, 8 mois, on n'existait même pas. Et puis là, on en a vendu. Les centres hospitaliers de la région de Chaudière-Appalaches ont été notre meilleur client. Eux autres, ils ont été extraordinairement exemplaires. Si eux n'avaient pas été là, probablement que ça n'aurait pas été un succès. Alors, eux, ils ont dit simplement, ils ont dit, écoutez, nous, si on est capable, on aimerait ça encourager quelqu'un de local pour nos besoins.
Puis là, ben, on a travaillé avec eux, on leur a offert le produit, ils nous ont dit qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas dessus, puis on a tout ajusté. La première batch qu'on a vendue, il y avait des petits défauts dessus, on a tout corrigé. La deuxième était, d'après moi, parfaite. Et puis, ça a été une super belle histoire. On en a vendu à Québec, on en a vendu aussi dans le bas du fleuve. Et puis là, ben, le gouvernement a changé les règles du jeu. Ils veulent maintenant que ce soit le ministère qui fournisse les visières directement aux établissements hospitaliers. Puis là, ben, nous, notre canal pour se rendre au ministère, on n'a pas été capable de le former durant ce temps-là. Okay. Fait que là, c'est là-dessus qu'on travaille. Pour finalement arriver, puis que les visières, que vous puissiez continuer de fournir finalement la Chaudière-Appalaches, puis le Bas-Saint-Laurent, puis peut-être même le reste du Québec. Le reste du Québec, finalement. Parce que dans le fond, on serait probablement capable de fournir tout le Québec au complet. On a une capacité, là, si on ne se force pas, on a une capacité d'à peu près 2,5 millions d'unités par année. C'est quand même beaucoup. C'est pas pire. C'est pas pire. Puis là, on fait la lunette. Maintenant, on a lancé la lunette cet automne, 2 fois plus vite que la visière. Fait que, parce que là, on est encore plus habitué, on avait encore moins de recherche à faire. Et puis, la lunette, je pense que notre capacité, c'est le double. Fait que on doit être capable de faire 4-5 millions par année de lunettes. Puis, est-ce que vous pouvez superposer les deux productions? Ben là, il faut que je fasse un petit investissement, ce qui est en réflexion présentement. Mais oui, on peut superposer les deux productions. Mais j'ai besoin d'un investissement pour ça. Oui, parce que ça prend de la machinerie supplémentaire. D'ailleurs, on est en train de travailler sur notre plan d'investissement là, pour la prochaine année. Là. Je ne dévoilerai rien ici parce que c'est pas, c'est pas fini de définir, là, mais on devrait faire des investissements assez importants. Avec ces nouveaux produits-là que vous faites en peu de temps, c'est un avantage concurrentiel. Si d'autres clients dans le futur voudraient un produit que vous êtes capable de fabriquer là, en plastique qui est dans votre créneau finalement, mais avec le peu de temps de la création à la production, c'est un bon argument de vente, finalement. Oui, c'est un excellent argument de vente. En fait, c'est ce qu'on fait maintenant de plus en plus avec les centres de recherche dans le domaine médical de la région de Montréal. On se substitue ou on s'additionne à leur département de développement. Et puis nous, on prend en charge, là, c'est pas pour tous les projets, là, mais on commence à en ajouter pas mal, on prend en charge la portion fabricabilité du produit. Parce que souvent, c'est des gens qui sont spécialisés dans la fonction du produit, mais pas nécessairement dans comment le fabriquer. Alors nous, on les assiste sur ce plan-là. Et puis on commence à faire quelques bons succès. Là. Il y en a un qui va devenir officiel très bientôt. Puis on en a un deuxième qu'on est en train de closer. Puis ainsi de suite. Là. Fait que ça regarde bien. Un bel avenir, finalement. Oui. Les centres de recherche médicaux, c'est des produits, c'est des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits qui veulent ou optimiser des... En fait, les universités à Montréal sont associées avec les hôpitaux et ils font de la recherche. Alors, il y a de la recherche qui se fait sur les médicaments et de la recherche qui se fait sur toutes sortes de choses, mais il y a aussi de la recherche qui se fait sur des instruments qui sont utilisés pour certaines applications médicales. Et pour ceux qui ont des instruments qui ont vraiment quelque chose de physique, que ce n'est pas de l'électronique ou ce n'est pas du chimique, ben nous, on donne une contribution à ces gens-là. Puis moi, ben écoutez, je suis ingénieur mécanique. J'ai passé ma vie à faire du développement de produits, développement de procédés. Et puis ma conjointe, elle, est ingénieure civile, mais elle a passé toute sa vie à faire de la gestion de propriété intellectuelle puis du légal dans la propriété intellectuelle. Et elle a travaillé quand elle était à Montréal dans certains de ces centres de recherche-là. Fait que nous, on est habitués, on connaît bien le milieu, on comprend bien leur réalité. Puis quand ils nous parlent, ben eux, ils ont des affinités avec nous. Fait que finalement, on se va avoir un super bon mix là, qui nous donne un petit edge, là. Oui, vous faites une équipe qui est très complémentaire là, pour développer votre entreprise. Et puis, le fait qu'on ait un mouliste, ben moi, j'ai toute une équipe de gens qui sont capables de faire de la conception, qui sont capables de faire du tooling, qui sont capables de faire des prototypes, qui sont capables de fabriquer parce qu'on a des presses à injection. Alors,
Alors, on est intégré verticalement de façon admirable pour les besoins qu'ils ont. Fait que c'est vraiment bien. Et combien de personnes travaillent chez Optimoul? En fait, on n'est pas tant que ça. On est une vingtaine de personnes. On devrait être 25. Mais pour l'instant, on est 20. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, venez porter votre CV. Vous êtes ouvert? Absolument. Mais quand même, 20 personnes, c'est bien là, pour une entreprise de la région. Là, vous êtes quand même... Oui, mais sérieusement, là, s'il y avait de la disponibilité, on serait plus que ça. Là. Facilement pour répondre aux besoins en production. Là, je serais capable d'être beaucoup plus que ça. Puis en termes d'espace, en capacité de production, mais je veux dire, physiquement, là, à l'usine, est-ce que vous êtes, je dirais, serré dans votre, oui. votre emplacement? Fait que ça aussi, ça s'en vient peut-être un jour? Ben, c'est ça qu'on est en train de regarder, là. OK. On est en train de regarder, là, mais probablement qu'on va être obligé de bâtir parce qu'il n'y a pas grande disponibilité sur le marché. Mais oui, on est tellement serré, là, on est vraiment serré. C'est un heureux problème. Oui, de gérer une expansion comme ça. C'est sûr qu'avec la COVID, ça a été une opportunité pour vous, au point de vue ressources humaines un peu moins. Mais somme toute, c'est quand même agréable d'avoir des besoins comme ça puis de pouvoir y répondre. Oh, et nous autres, là, ça n'a pas toujours été comme ça, là, mais sérieux, là, c'est vraiment bien. Là, je touche du bois. Je veux que ça continue. Là, puis on a une équipe très motivée. Puis moi aussi, je suis très motivé. C'est ce qu'il faut, je pense, pour le succès d'une entreprise. Ouais. Le Serge qui a acheté l'entreprise en 2012 et l'entrepreneur aujourd'hui, en 2020, il regarde le chemin parcouru. Il est fier de ce qu'il a parcouru à date? Oui, quand même. C'est un bel encas. Un bel encas, donc on aspire à plus encore. Ah ben c'est sûr. Okay. C'est sûr, là. Moi, je veux pas le pain, là. Je veux la boulangerie. Là. Puis la boulangerie, on pourrait l'atteindre. Une vision là, pour Optimoul pour les prochaines 5 ans. On parlerait d'une reconnaissance internationale. On parlerait de quoi? Oui, mais ironiquement, plus j'essaie d'aller à l'international, mieux je réussis au local. C'est vraiment drôle. Évidemment, pour l'international, présentement, c'est un petit peu bloqué parce que la pandémie limite nos déplacements. Là. Mais il reste quand même que ça, c'est pas fermé. L'international, pour notre domaine, c'est beaucoup les États-Unis, en fait, parce que il y a comme une limitation sur la distance que tu peux aller avec le genre de produits qu'on a. Par contre, mes produits comme Crazy Foil, on vend partout dans le monde. On en vend, là, écoute, je ne sais pas ça fait combien de pays qu'on a de passé, là. On en vend partout. Les visières, on est en train de coter ailleurs dans le monde présentement. Fait que ça va bien. Dans le moule, je dirais que c'est plus le Canada et les États-Unis. Dans nos services de soutien, c'est un service qui est très personnalisé. Je pense pas qu'on va aller bien ailleurs qu'aux États-Unis puis au Canada pour ça. Mais oui, j'ai des visions d'aller plus loin que ça. Là. Je veux vraiment doubler l'entreprise dans les prochains 5 ans si je suis capable. Ça va prendre un petit peu de fric, là, mais je pense que je vais y arriver. Ça, c'est rendu là quand l'idée est là. Il paraîtrait que c'est plus facile à atteindre. Ouais, ben on verra dans 5 ans. Serge, merci beaucoup pour ces minutes passées avec nous pour présenter ton entreprise. C'était très agréable. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.